Alors, je voudrais d'abord remercier Enzo de la flatteuse présentation qu'il a faite de ma personne. Ensuite, ne pas remercier Enzo de la flatteuse présentation qu'il a faite de ma personne, car bien sûr, je suis grand veilleur avec des majuscules partout, mais enfin, voilà, on ne peut pas dire non plus que je sois un spécialiste des GAFA. Et donc, vous allez me pardonner un débit un peu haché et 2 ou 3 approximations, et on va surtout ensuite pouvoir échanger. Voilà, je suis plus à l'aise pour expliquer aux gens ce qu'ils n'ont pas compris que pour essayer de leur faire comprendre quelque chose. Le thème de la conférence, normalement, sont les paradis promis des géants du net. Et dans le petit mot d'accompagnement qu'Enzo a mis en ligne, il y avait l'idée que j'allais vous parler des grandes villes futuristes et de la manière dont des flottilles complètes de drones allaient bientôt disperser dans chacun de nos foyers, éclairés par on ne sait quelle source d'énergie, des myriades de cadeaux utiles. C'est à peu près le monde tel que le peignent les GAFA, en nous expliquant qu'à force de disrupter le vieux monde, et en France, l'équivalent des GAFA, ce sont les pirates qui passent leur vie, donc un groupement d'entrepreneurs qui passent leur vie à disrupter le vieux monde. Et à chaque fois, on nous explique qu'on est en train d'inventer un nouveau monde. Il y a une dimension utopiste forte. Et cette dimension utopiste, les services de communication des GAFA, à chaque fois, font en sorte que ça s'incarne précisément dans des choses tangibles. C'est-à-dire, plus ce monde est virtuel, plus les technologies qui sont en œuvre sont somme toute assez secrètes, plus les lieux précis de ce pouvoir que sont les data centers sont des lieux confinés et écartés, plus on nous explique que le siège d'Amazon, le siège d'Apple, le siège de Google sont censés être des exemples vivants de cette nouvelle ère qui s'annonce, de cette nouvelle société qu'on est en train de construire. Alors, en même temps, ce n'est pas totalement faux, puisque quand Amazon s'installe quelque part, elle est capable de racheter des milliers d'hectares pour en faire des plateformes de tests pour ses drones. Quand Google débarque dans une ville, il installe au bout de quelques années des Google Bus, qui sont les bus que les employés de Google prennent pour se rendre au siège de Google. Google Bus qui donc sont une manière privée de circuler dans une ville qui appartient plus finalement à Google qu'aux citoyens de la ville, et bus qui exclut le reste des citoyens de la manière dont cette ville peut être opérée à plusieurs, peut être partagée. Donc on voit bien que les paradis promis par Google sont des paradis, si j'ose dire, jansénistes et même protestants, sont des paradis qui n'existent que pour certains, et plutôt que de s'intéresser réellement à toute cette dimension utopiste, à travers les réalisations les plus flamboyantes dont on nous parle, y compris dans l'Action française 2000, excellent journal. Enzo a oublié de vous dire qu'il y écrivait notamment sur les nouvelles technologies, et c'est pour ça qu'il peut en parler savamment, du journal et des nouvelles technologies. Plutôt que de parler de ça, on va voir ce que Google change véritablement dans nos vies. C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, Google n'a-t-il pas, avec Amazon, avec Facebook, n'a-t-il pas totalement transformé l'idée des données personnelles? Dans quelle manière le trust qui est en train de s'établir sur la publicité numérique n'est-il pas un véritable danger? Dans quelle manière le commerce de détail n'est-il pas en train de disparaître? Dans quelle manière les commandes vocales ne sont-elles pas en train de faire disparaître les marques? Dans quelle manière le rejet des marques par le public n'est-elle pas en fait un effet des GAFA? Et dans quelle manière en fait l'État n'est-il pas en train de disparaître justement sous l'impulsion des GAFA? Donc c'est peut-être un paradis après toute cette disparition de l'État qui sera ma dernière partie, mais on va voir comment est-ce qu'on arrive à cet effacement d'un État souverain au profit d'une souveraineté fonctionnelle qui est celle que possèdent ces grands opérateurs que sont les GAFA. Donc, on vous posez des questions à la fin. Si, pendant que je suis en train de parler, il y a vraiment quelque chose qui vous paraît absolument faux, à la limite de la fake news, ou absolument scandaleux, voilà. Si ça vous paraît absolument faux, n'hésitez pas à me contredire. Si ça vous paraît absolument scandaleux, n'hésitez pas à vous taire. Et on en parlera après. Quand on va sur le site de Facebook, on nous dit que Facebook est fortement influencé par la culture du hacking. Je vous lis en fait la présentation que Facebook fait de lui-même. Un environnement qui récompense les solutions créatives aux problèmes et la prise de décision rapide. Nous encourageons la prise de risque. Notre culture de l'open space permet aux gens de se tenir informés et de se déplacer pour résoudre les problèmes.
qui leur importe le plus. Nous travaillons en petites équipes et développons rapidement de nouveaux produits via un processus d'itération et d'amélioration continue. L'expression ce voyage n'est commencé qu'à 1% est affichée sur nos murs et nous rappelle que notre mission pour rendre le monde plus ouvert et connecté ne fait que commencer. Amazon, lui, nous explique que, je traduis en direct, vous me pardonnerez, que les inventions les plus radicales et les plus transformatives sont souvent celles qui permettent aux autres de libérer leur créativité et de poursuivre leurs rêves. Voici quelques-unes des histoires de nos inventeurs, de nos auteurs et des patrons de petites entreprises qui ont transformé leur vie grâce à Amazon. On voit bien que la véritable utopie en fait, que promettent les GAFA n'est absolument pas le fait d'établir un ordre nouveau, mais plutôt de redonner en fait, le pouvoir aux citoyens qui, par la grâce de leurs services et de ce monde digital qui est en train de naître, est censé vraiment leur donner le pouvoir. Un pouvoir que Amazon et Google, nouveau Prométhée, arrachent aux vieux États pour le remettre aux citoyens, sans que même, bien sûr, n'ait une quelconque prise de pouvoir dans cette médiation. C'est de l'ironie. Dans les innovations que Amazon met en avant pour expliquer qu'il donne le pouvoir aux gens en libérant leur créativité, il y a Amazon Prime, donc, qui permet de regarder d'excellentes séries. Il y a tous les web services d'Amazon, et notamment le cloud. Le cloud, donc, c'est informatique qui n'est pas localisé, mais qui est dématérialisé et qui permet de partager des solutions, qui est en fait jusqu'à maintenant la principale source de revenus et de profitabilité d'Amazon. Donc c'est un service réservé aux entreprises, et donc c'est pas du tout un service auquel nous avons accès. Évidemment la place de marché, donc, puisque Amazon est une gigantesque place de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une place de marché? C'est un endroit où vous pouvez mettre vos biens et Amazon sert d'intermédiaire entre les biens que vous avez produits ou les biens que vous distribuez et les consommateurs qui vont les acheter. C'est un intermédiaire qui se rémunère au passage sur la mise à disposition de cette technologie et qui se rémunère aussi sur les services qui y associent comme la livraison. Amazon Echo, auquel on reviendra tout à l'heure, donc qui est une commande vocale qui permet de commander en s'affranchissant du clavier. Prime Now, qui est là aussi un autre service de livraison, mais encore mieux. Le Launchpad, autrement dit, c'est tout un écosystème d'objets connectés. Prime Air, qui permet d'être livré en une demi-heure grâce à des drones, etc. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une volonté de faciliter la vie, et que cette facilitation vient surtout d'une pensée profonde qui est « tout doit être immédiatement accessible à tous ». Et quand on dit « tout », c'est vraiment n'importe quoi. Donc la manière dont les GAFA achètent des entreprises est systématiquement orientée dans l'idée de construire un écosystème où vous pouvez émettre un souhait, émettre un désir, et ce désir, ce souhait sont immédiatement satisfaits. Comme ça fait 18 fois que je dis GAFA, on va le redéfinir bien précisément. Donc cet acronyme dit Google, Apple, Facebook, Amazon. Certains disent GAFAM, puisqu'ils ajoutent Microsoft. Et donc fondamentalement, donc, ce sont de grands opérateurs américains, nés pour certains au XXe siècle, d'autres au XXIe siècle, et qui sont tous dans l'industrie du digital. Google, vous le savez, c'est un moteur de recherche. C'est surtout la plus gigantesque entreprise de publicité au monde en termes d'espace publicitaire vendu et acheté. C'est aussi une filiale d'Alphabet. Alphabet est donc la holding qui possède Google et les autres entreprises, comme par exemple YouTube. Mais aussi Alphabet, c'est ceux qui ont décidé d'investir dans la robotique ou d'investir dans la génétique à travers des startups bien précises pour bâtir là aussi un écosystème qui est censé permettre de créer une intelligence artificielle. Alors, il y a un délire mystique chez les gens de Google avec Kurzweil sur le fait que bientôt on va plugger notre cerveau sur un ordinateur et ça ira mieux. Certainement, les transhumanistes sont puissants à travers Google. Il y a de toute façon la volonté de créer surtout un écosystème de perception à la fois intellectuelle et physique sensible du monde. Si je m'intéresse enfin quand je dis je suis Google, si je m'intéresse à la robotique, si je m'intéresse à la commande vocale, si je m'intéresse à tous les logiciels qui permettent de décrypter la voix, c'est surtout que je veux faire en sorte que l'interface que je propose entre l'utilisateur et les biens et les services qu'il peut désirer soit la plus fluide possible, la plus naturelle possible.
peut-être un jour arriverai-je à plugger mon cerveau dans une puce électronique perdue dans le cloud, et certainement Kurzweil, qui aime beaucoup son papa, donc nous explique en permanence que c'est pour ça qu'il bouffe des pilules et que c'est comme ça qu'il va arriver à faire en sorte d'éterniser son papa. Mais la plupart des gens chez Google, indépendamment d'être transhumanistes, sont surtout obsédés par l'idée d'une interaction immédiate, évidemment une interaction qu'ils possèdent. Apple, lui, vous l'avez entendu, a une volonté de posséder l'innovation. Facebook veut nous permettre d'aimer les gens qui nous sont proches, et Amazon fait en sorte, vous l'aurez compris, de nous satisfaire à n'importe quel prix et de n'importe quelle manière. J'ai pris à la fin des 4 communiqués de presse classiques de ces 4 entreprises la manière dont elles se décrivent brièvement, ce qu'on appelle le boilerplate en langage de RP. Et donc là aussi, je vais traduire en direct. On nous dit que la mission de Google est d'organiser l'information du monde. Et vous verrez, donc évidemment, je vais insister à chaque fois en mettant un peu l'accent sur un certain mot, il y a vraiment l'idée d'une prise de pouvoir. Il y a l'idée d'une régulation, il y a l'idée d'une gouvernance dans nos vies, d'une gouvernance dans nos actions, d'une gouvernance dans nos sentiments, d'une gouvernance dans tout ce qui nous constitue en tant qu'être au monde. Voilà. Que ce soit Google, Apple, Facebook et Amazon, tous entendent être en fait le médiateur obligé de notre rapport aux autres. Que ces autres soient animés ou inanimés, et principalement évidemment les êtres animés. Donc la mission de Google est d'organiser l'information du monde. Google joue un rôle significatif dans la vie quotidienne de milliards de personnes. Apple a révolutionné la technologie appliquée aux individus. Apple dirige l'innovation du monde, enfin leads. Apple est le leader de l'innovation mondiale. Tout ce qui est inventé par Apple sert à donner aux gens le pouvoir d'agir à travers des innovations absolument stupéfiantes, breakthrough, et le rôle des 100 000 employés d'Apple est de fabriquer les meilleurs produits sur Terre et de laisser le monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. Donc là aussi, la volonté prométhéenne de transformation du monde fait carrément partie de la manière dont Apple se décrit. Donc, certains vous disent « Bonjour, je m'appelle Michelin, je suis un opérateur de mobilité et je fabrique des pneus. » Donc ce que fabrique Apple, c'est de transformer le monde et de faire en sorte que le monde soit meilleur quand un employé Apple se couche le soir qu'il ne l'a trouvé le matin. Okay. Fondée en 2004, la mission de Facebook est de donner aux gens le pouvoir de partager et de rendre le monde plus ouvert et connecté. Donc là aussi, toujours cette notion de pouvoir, toujours cette notion de transformation, et toujours l'idée qu'il y a un agent super caritatif, super solidaire, super généreux, qui est l'un des 4 GAFA et qui nous aide en fait à être mieux que nous-mêmes. Alors Amazon a un discours légèrement différent, il est un peu plus vulgaire, un peu plus commercial, on est presque déçu. Amazon est guidé par 4 principes. L'obsession du service au consommateur plutôt que de se focaliser sur la concurrence. Alors, le fait qu'il soit en train d'éteindre toute la concurrence explique sans doute qu'il ne soit pas totalement focalisé sur la concurrence. La passion pour l'invention, l'engagement pour l'excellence opérationnelle et la pensée de long terme. Donc là aussi, malgré tout, in coda venenum, dans le dernier principe d'Amazon, c'est vraiment de penser le long terme, donc de penser la société de demain. Alors, après ça, Amazon donne la longue liste de ses succès, j'en ai cité quelques-uns. Il y ajoute évidemment Kindle et Alexa, donc Alexa, son intelligence artificielle qui permet d'avoir une commande vocale et sur lequel nous reviendrons. Quand on dit les GAFA, on parle d'autres marques évidemment. Hein. YouTube a été acheté par Google, Instagram et Oculus ont été achetés par Facebook, LinkedIn a été acheté par Microsoft. Et là, je ne vous parle que de sociétés logicielles, mais Amazon a acheté Whole Foods, qui est un distributeur américain de produits frais. Autrement dit, de même que Google est en train d'investir dans des entreprises précises de robotique, de web sémantique, etc., Amazon, lui, qui a fondé son métier sur la distribution de livres, est en train de se transformer en géant de la distribution, puisqu'il distribue absolument n'importe quoi, et surtout maintenant, il se met à fabriquer absolument n'importe quoi. Il se met à fabriquer des vêtements, il commence à être dans d'autres types de biens manufacturés. Autrement dit, Amazon a mis une place de marché qui est devenue le réceptacle quasi obligatoire de la distribution
d'un nombre considérable de biens, et il fournit lui-même ces biens, qu'il s'agisse de biens intellectuels, comme la série, par exemple, Le Maître du Haut-Château, adapté du roman de Philippe Cadic, que je vous conseille, malgré tout, sur Amazon Prime, ou des vêtements, ou des petits pois, ou des choux-fleurs. Il le fait en employant systématiquement la même méthode, c'est-à-dire je rachète Whole Foods, et une fois que je rachète Whole Foods, les produits Whole Foods sont immédiatement disponibles sur mes plateformes, 40% moins chers que vous ne les trouviez dans les magasins Whole Foods. Autrement dit, la puissance commerciale d'Amazon lui sert non pas effectivement à se focaliser sur la concurrence, mais à éteindre la concurrence. Entre le moment où Amazon a commencé à devenir réellement connu et aujourd'hui, des dizaines de chaînes ont fermé, des centaines de magasins ont fermé, la valeur en bourse de grands distributeurs s'est effondrée, et aujourd'hui, Amazon est une espèce de trou noir qui aspire quasiment tous ceux qui sont peu ou prou dans le domaine de la distribution, et surtout de n'importe quel type de distribution. On est passé des biens culturels aux biens alimentaires, en passant par l'intégralité de ce que la mode peut fournir. Certains distributeurs vous expliquent: je me retire d'Amazon parce que Amazon ne m'a pas garanti le fait que je pouvais exister sur cette place de marché sans qu'il y ait la contrefaçon chinoise qui soit vendue immédiatement à côté. Mais d'autres, comme Nike, décident, malgré la présence des contrefaçons chinoises, d'aller sur Amazon. Il y a un moment donné où le produit vendu par Amazon est une garantie de chiffre d'affaires, qui est dans l'équilibre qu'on peut faire entre le désagrément de savoir que des contrefaçons chinoises sont vendues et l'intérêt qu'il y a à s'allier avec Foot Locker, distributeur de chaussures aux États-Unis. Et bien, à l'arrivée, Nike considère que ces modèles les plus luxueux seront mieux vendus par Amazon que partout ailleurs, y compris par Foot Locker. Donc, évidemment, Foot Locker commence à trembler sur ses bases. On parle de tout ça, et à l'arrivée, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie deux choses. Ça signifie que quand on cumule la capitalisation boursière d'Apple, Google, Microsoft, Facebook et Amazon, on arrive à 2947 milliards de dollars. Donc c'est des capitalisations absolument prodigieuses, puisque voilà, Apple, fin 2017, était à 815, voilà, et donc il a sans doute tutoyé les 900 milliards de dollars de capitalisation il y a peu de temps. On en est à 649 fin 2017 pour Google, qui avait un peu baissé. Microsoft est à 516. Facebook est à 493, mais depuis il a dépassé les 500 millions de dollars. Et Amazon est à 474. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ces capitalisations boursières sont à elles seules l'équivalent du PIB de la France ou presque. On a donc on a le tournis en regardant la manière dont ça fonctionne. Avec Netflix, puisque j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, donc qui lui a déjà dépassé le cap des 100 millions d'abonnés, puisque bon, évidemment on vous parle des GAFA, mais les GAFA ne sont rien par rapport à deux autres acronymes qui sont les NATU, les Batch. Donc les NATU, c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Les Batch, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. On en parlera à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manière dont Netflix se comporte aujourd'hui est exactement le modèle de développement d'Amazon. A été sans doute un peu moins le modèle de développement de Google, a été en partie le modèle de développement d'Apple, c'est-à-dire qu'il y a un investissement permanent. Il y a un investissement permanent et à perte. Netflix, comme disent les financiers, brûle du cash. Mais Amazon aussi brûle du cash. C'est-à-dire le résultat d'Amazon par rapport à sa capitalisation boursière et par rapport à son chiffre d'affaires est absolument dérisoire. On est d'accord que quand on parle de capitalisation boursière, ça veut dire que vous avez une partie de votre capital que vous avez mis dans le public, et ce capital qui est public est acheté par des gens qui pensent que le fait de posséder cette entreprise est une décision intelligente pour ce qui est d'assurer leur propre richesse. Moi, par exemple, j'ai acheté de l'Eurotunnel. C'était une décision qui n'était pas du tout intelligente. Voilà. Mais même si à l'époque, on m'avait expliqué que ça allait être absolument génial. Pourquoi est-ce que ce n'était pas intelligent? Parce que comme le trafic d'Eurotunnel n'a jamais été à la hauteur
des promesses d'Eurotunnel, il y a un moment donné où les gens se sont dit, enfin ceux qui étaient les investisseurs institutionnels qui avaient acheté beaucoup d'Eurotunnel ont dit ben, c'est pas grave, on vend. Voilà, donc moi maintenant mes actions Eurotunnel valent entre 2 et 4 centimes, voilà, donc depuis je joue moins en bourse. Ce qui est intéressant, c'est que si je dis que Apple vaut 815 milliards de dollars, je ne dis pas que le résultat d'Apple est de 815 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de gens qui considèrent que Apple est un investissement intéressant. Pourquoi? Donc le fait que cet argent soit placé chez Apple a plus de sens que de le placer dans une PME ou de le prêter à l'État. Autrement dit, la valeur boursière ne reflète qu'une chose, c'est la confiance que le public a dans le projet stratégique de l'entreprise. Si vous prenez Tesla, Tesla en capitalisation boursière a à plusieurs reprises dépassé la capitalisation boursière de General Motors. General Motors fabrique des millions de véhicules. Tesla promet depuis plusieurs années qu'un jour il arrivera à livrer 50 000 véhicules par mois. Il l'a promis en 2016, il l'a promis en 2017. C'était censé advenir au 3e trimestre 2017, au 4e trimestre 2017, au 1er trimestre 2018. Tesla a fait construire une gigafactory aux États-Unis où il est censé produire dans des masses industrielles absolument considérables les batteries qui lui servent pour sa voiture. Mais pour le moment, il est incapable de produire autant de voitures qu'il prétendrait en produire. Autrement dit, à quoi lui servent les marchés financiers c'est une longue parenthèse sur les marchés financiers, mais ça lui sert à se procurer de l'argent à bien plus bas prix que s'il devait l'emprunter auprès d'un banquier. Autrement dit, le discours révolutionnaire, le discours utopiste, le discours transformatif, le discours de générosité des GAFA et des Natu, qui expliquent à chaque fois qu'ils vont changer le monde et qu'en fait ils vont donner le pouvoir aux gens, est aussi un discours financier qui permet de séduire ceux qui pensent qu'effectivement cette transformation est valable. Et que cette transformation est valable parce qu'à un moment donné, évidemment, Apple, avec son écosystème qui emprisonne le consommateur à l'intérieur d'Apple Music, Apple Store, l'ensemble des applications développées avec son système d'exploitation, son téléphone, sa tablette, son ordinateur, etc., fait que la personne est obligée de manger Apple, de penser Apple, d'acheter Apple. Même chose chez Amazon qui fait en sorte, avec la multiplicité de ses formules d'abonnement, de rendre le fait de passer par Amazon un passage réellement obligé, puisque beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, beaucoup plus sûr, beaucoup plus fiable, beaucoup plus agréable. S'il me suffit de parler à Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon, pour faire en sorte qu'effectivement il y ait le lendemain ou 2 heures après un bouquet de fleurs livré chez la personne à qui je l'ai demandé, s'il me suffit d'appuyer sur le dash button que j'ai posé à côté de ma machine à laver pour qu'effectivement un paquet de lessive Dash me soit livré dans l'heure qui suit, etc. Et je n'ai plus aucune raison de sortir d'Amazon. J'ai toutes les raisons en fait de m'intégrer à l'écosystème de transformation des relations humaines que proposent Amazon, Google, Microsoft et les autres. Alors, ils le font avec plus ou moins de sauce généreuse, sachant que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, était assez cash sur le fait que lui, il était là pour créer un écosystème qui, en fait, rend la population, rend la clientèle captive, comme on dit, par rapport à ses produits. À chaque fois, ce qui est en jeu, donc, c'est sans doute moins la transformation du monde que la captation de la valeur. Une valeur qui, à côté de ça, profite visiblement à nos amis GAFA et aux autres, puisque donc non seulement vous avez vu que les capitalisations boursières sont absolument dantesques indépendamment des résultats, donc de temps en temps, quand Apple ne fait que 315 millions de résultats trimestriels, il perd 4 points parce que les gens sont furieux, mais Amazon pendant des années a été déficitaire et ce n'était pas grave. Je vous parlais tout à l'heure de Netflix. Netflix donc, a dépassé 100 millions d'abonnés. Au 2e trimestre 2017, il y avait un chiffre d'affaires en hausse de 32,3%, donc avec 2,79 milliards de dollars et un bénéfice net de 65 millions de dollars. Donc vous voyez entre le chiffre d'affaires réalisé et les bénéfices, en hausse quand même de 61% sur un an. Donc le type fait un chiffre d'affaires qui augmente d'1 tiers, son bénéfice augmente des 2 tiers et son bénéfice était en fait absolument minable. C'est-à-dire que Netflix opère à perte depuis des années.
Cette stratégie a un prix puisqu'il a décidé d'investir 6 milliards en 2017. Au moment de Cannes, on a tous entendu qu'ils allaient investir 14 milliards dans les années à venir sur la production de contenus originaux, puisque donc l'idée en fait de ce bonheur immédiat que propose Netflix, qui est l'intégralité des plus grands catalogues, les meilleures séries, les séries les plus originales, les univers les plus développés. Vous avez Daredevil, mais vous avez aussi Iron Fist qui est une bouse, mais vous avez aussi le Punisher qui est excellent, mais vous avez aussi la réunion de 4 des héros dans une série dérivée qui s'appelle The Defender. Autrement dit, vous avez l'intégralité du catalogue Marvel qui est développé sur Netflix. Donc cette promesse-là, vous ne l'avez que sur Netflix avec ses séries propriétaires. Le conduisent en fait à dépenser énormément. Mais que dit Reed Hastings lorsqu'il présente les résultats? Nous avons encore un long chemin à parcourir afin de séduire davantage d'abonnés. Nous pensons qu'il est sage de continuer à investir. Nous nous attendons à dépenser plus que ce que nous gagnons pendant de nombreuses années encore. Quand on parle de pouvoir et quand on parle de valeur, on voit que là qu'il y a une stratégie de conquête qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire, on mobilise un argent, non pas pour produire un bien qui va nous apporter un profit immédiat, mais véritablement, et c'est sans doute ça qu'Amazon dit quand il dit penser sur le long terme, qui va réussir à annihiler absolument toute la concurrence, qui va réussir à installer des monopoles à échelle planétaire dont on ne puisse pas s'extirper. Une fois qu'Amazon débarque sur un secteur, c'est l'intégralité du secteur qui peu à peu passe sous contrôle Amazon. Les marques peuvent continuer petitement à exister, d'autres distributeurs peuvent essayer de s'allier. Par exemple, Walmart, gros distributeur américain, a décidé de s'allier à Amazon en embarquant la technologie Alexa dans sa propre offre. C'est-à-dire c'est avec l'interface d'Amazon que vous pourrez commander vocalement les biens pour Walmart. D'autres constructeurs automobiles ont décidé d'intégrer qui Siri, l'interface d'Apple, qui Echo, l'interface de Google, enfin si je ne m'abuse, mais je me suis peut-être trompé là-dessus, enfin qui Siri, qui Alexa, qui la troisième interface à l'intérieur de leur propre système de commande vocale. C'est-à-dire, de toute façon, chaque fois, il y a l'idée qu'il y a une convergence au nom de la facilité pour le public de n'avoir pas à comprendre différents usages, au nom aussi du fait que si quelqu'un a développé un système, ben ça ne sert à rien que je développe le mien, autant que je profite de toute la R&D qui a été dépensée, mais à chaque fois, cette R&D absolument incroyable, la R&D cumulée des GAFA en 2017, c'est 60 milliards de dollars, donc c'est plus que l'intégralité, enfin c'est quasiment autant que ce que le département, les Américains, toute université confondue et tous autres opérateurs confondus ont dépensé en 2017, si on met la défense et la DARPA de côté. Donc toute cette intelligence n'est faite que pour conquérir une place de marché qui fait que vous êtes devenu rigoureusement incontournable. Donc le paradis promis des GAFA, c'est aussi un paradis de simplicité où entre vous et le monde, il n'y a que très très peu de médiateurs. Aujourd'hui, vous êtes obligé, c'est atroce, de vous débattre entre plusieurs offres d'énergéticiens. Lorsque vous rentrez, il y a plusieurs types de distributeurs alimentaires, il y a des milliers de marques de vêtements, et vous êtes obligé de comparer. Alors justement, il y a des comparateurs qui arrivent et qui vous évitent de comparer, qui comparent à votre place. Il y a ces intelligences artificielles qui sont embarquées dans l'intégralité de ces systèmes et qui font en sorte que justement, vous n'avez plus besoin de connaître vous-même l'ensemble des choses auxquelles vous avez accès, puisque l'intelligence artificielle est censée trier à votre place, cribler à votre place, tamiser à votre place, et elle est censée surtout apprendre à votre contact quels sont vos critères pour que vous n'ayez vraiment absolument plus besoin de réfléchir. Mais on voit bien qu'il s'agit en fait d'une conquête commerciale, parce que ceux qui sont à l'intérieur des technologies des GAFA auront accès au marché, ceux qui seront à l'extérieur n'auront droit qu'à la portion congrue, et aussi d'une conquête de l'espace intellectuel qui font qu'ils saturent en fait nos capacités de connaissance plutôt que de continuer à juxtaposer 1000 systèmes de connaissances et 1000 systèmes d'intermédiation. Donc la question des valeurs. Avec un succès évident, par exemple les millennials, donc je pense qu'à part Pierre et moi, vous êtes tous millennials à peu près, c'est-à-dire vous êtes nés après 80, après 1980, alors la génération Z, c'est vous êtes censé être nés après 1997, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Gen Z parmi nous,
Mais 93% des millennials utilisent YouTube et utilisent YouTube pour se former. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez droit d'avoir des vidéos de lolcats et tout un tas de choses extrêmement amusantes sur la manière dont j'ai recraché mon vomi par mon nez. Mais vous avez aussi un nombre incroyable de tutoriels, fabriqués d'ailleurs généralement par les millennials eux-mêmes, depuis la manière de construire tel type de char avec des copies chinoises de Lego, jusqu'à la manière de démonter un iPhone ou la manière d'enluminer je ne sais quel manuscrit. Voilà. Donc YouTube est devenu un vecteur éducatif fort. YouTube est si bien devenu un vecteur éducatif fort que Google a un accord avec le département de l'éducation américain et Google donc équipe l'ensemble des écoliers et des étudiants avec un Chromebook, donc autrement dit un ordinateur portable, Chrome étant le système de navigation Internet de Google. Et donc ce Chromebook, qui est vendu, si je ne m'abuse, une trentaine de dollars, ne donne pas la richesse à Google, mais en même temps Google installe aussi son système Gmail de messagerie à l'intérieur des foyers américains et à l'intérieur et pour chaque élève et chaque étudiant. Il installe l'ensemble de son écosystème d'acquisition de connaissances à l'intérieur de tout le système américain. Et comme le remarquent quelques auteurs, peut-être que d'un côté, Google vend à prix cassé ses produits et ses technologies, mais ce que le département américain de l'éducation lui cède sans quasiment aucune contrepartie, c'est l'assurance que tous les jeunes écoliers et tous les étudiants sont peu à peu prisonniers, volontairement ou non, du système cognitif que Google met à leur disposition, du système d'échange que Google met à leur disposition. Ce système d'échange, il est vraiment intéressant parce qu'il y a un moment donné où on voit bien que ce sont les opérateurs eux-mêmes qui vont décider des nouvelles règles. Ça fait plusieurs fois que je parle de concurrence et de monopole, et normalement il y a des lois anticoncurrentielles. Mais par exemple, quand Apple rachète... non, c'est Apple. Pardonnez-moi, je suis à la limite de la fatigue. Quand je ne sais lequel des GAFA rachète Instagram, c'est plutôt Facebook. Voilà, quand Facebook rachète Instagram, les autorités de la concurrence considèrent que c'est légitime, puisque voilà, ils n'ont pas le même métier. Mais quand on voit que les Instagram, les stories sur Instagram sont l'un des supports publicitaires préférés des marques, ça veut dire que Facebook et Google, qui déjà captent une part extrêmement importante de la publicité numérique, vont aussi capter un nouveau canal, enfin Facebook en l'occurrence, un nouveau canal de publicitaire. Autrement dit, les lois anticoncurrentielles, les lois antimonopolistiques qui existent en Europe comme aux États-Unis sont fondées sur des usages qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui et du coup ne se rendent pas compte que cette convergence des médias, ou plutôt elles s'en rendent compte mais l'outil législatif n'est pas adapté, que cette convergence des médias concentre aux mains des GAFA en fait l'ensemble des moyens de communication. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que d'une certaine manière les GAFA sont des producteurs législatifs. Ils produisent d'une certaine manière plus de législation effective dans la manière de régler les rapports avec par exemple les conditions de vente que les États n'en règlent. La manière dont peu à peu le contrat individuel se substitue à l'accord collectif est assez symptomatique. C'est-à-dire une fois que vous avez signé les conditions d'utilisation d'Amazon et de Facebook, ce qui va véritablement régler votre rapport au monde et aux autres, c'est la manière dont Facebook et Amazon entendent que ces rapports soient construits. C'est beaucoup moins la manière dont je ne sais quelle législation environnementale interdirait à tel ou tel endroit les drones, ou je ne sais quelle loi de privatisation des données organiserait la protection de vos données personnelles. En fait, à chaque fois, ce sont les fonctionnels qui ont établi les règles de vie en commun. Le paradis des GAFA, c'est un paradis dont ils maîtrisent l'ensemble des règles. Et donc, bien sûr, on peut s'exciter, et à juste titre, sur le scandale que représentent les Google Bus, mais les Google Bus ne sont rien à côté de la manière dont Google vend l'intégralité de son algorithme avec les AdWords, qui font que, alors qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos recherches passe par Google,
nous nourrissons la publicité de Google et nous nous soumettons à la manière dont son algorithme trie les choses ou ne les trie pas. Sachant que, si je parle juste du business de l'information, du marché de l'information, Google, sous le prétexte de lutter contre les fake news, par la voix d'Eric Schmidt, qui était vice-président d'Alphabet à l'époque où le texte dont je vous parle a été écrit, donc l'année dernière, expliquait qu'il travaillait sur le référencement de Google pour que certains sites soient déréférencés. Donc par exemple, il citait nommément Sputnik et Russia Today. Mais à côté de ça, si vous regardez un site de Social Justice Warriors, comme on dit chez nous autres millennials, pardonnez-moi Pierre, finalement je me rajeunis violemment, et donc le wswj.org, qui est un web alternatif socialiste, a vu son trafic chuter de 66% l'année dernière entre les nouvelles règles de référencement de Google et les anciennes. Autrement dit, il y a dans la manière dont Google dirige la chose, et à travers ses conditions d'utilisation, qu'il s'agisse des personnes privées de droit, qu'il s'agisse des personnes comme vous et moi, ou qu'il s'agisse des entreprises privées qui signent un rapport commercial avec Google, il y a une mise sous tutelle permanente. Exactement la même mise sous tutelle que Facebook a fait aussi sur ce marché de l'information, puisqu'on se retrouve là aussi avec des trafics qui sont gonflés ou qui au contraire chutent. Et la dernière annonce de Google qui était par Zuckerberg, d'accord, la dernière annonce qui a été faite par Zuckerberg d'expliquer qu'en fait Google considérait que ce qui était vraiment important, d'une part pour lutter contre les fake news, alors je n'ai pas encore de termes français bien précis là-dessus. On pourrait parler de désinformation, de calembredène, de fadesse, de faribole. Voilà, ça, nous ferons un atelier à la fin pour décider quel est le terme officiel à l'Action française pour désigner les fake news. Donc le camarade Zuckerberg explique que pour lutter contre les fariboles et pour répondre à la véritable vocation de Facebook, qui est de faire en sorte que nous aimions nos familles et nos amis, donc il allait en fait modifier là aussi l'algorithme de Facebook pour faire en sorte que l'ensemble du trafic qui est uniquement sur le marché des nouvelles soit moins favorisé que le marché, que l'ensemble des statuts à vocation clairement relationnelle et avec des émetteurs privés. Mais donc ça veut dire en fait que c'est tous ceux qui avaient eu une stratégie de développement sur Facebook sont en train, ni plus ni moins, de se faire déréférencer. Donc ceux qui avaient utilisé Facebook comme étant un relais de croissance pour le gain des lecteurs sont en train de se faire évincer par Facebook du système Facebook. Le service qu'offre Facebook est en fait une espèce de marché de dupes permanent qui permet à Facebook, comme aux autres, de décider unilatéralement de qui sera lu et qui ne sera pas lu, de quel est son profit et donc quel est son intérêt. Sachant qu'en parallèle, et pour revenir sur Instagram, Facebook a lui aussi développé ses propres stories, donc ce format qui permet d'avoir des récits verticaux qui existent, qui apparaissent d'une manière très claire sur votre mur et qui est un des formats que les marques privées sont en train d'utiliser le plus. Donc autrement dit, il y a un déplacement en fait du système informatif de nouvelles, qu'il s'agisse de celles de brut médias vidéo ou de Russia Today, vers des nouvelles qui, elles, sont des nouvelles commerciales, éditorialisées par les marques, et parce que Facebook réussit à valoriser ce format publicitaire, alors que la période d'amour qu'il a vécue avec les marques, qui était censée lui donner la légitimité pour montrer qu'il ne distribue plus de faribole ou de fadaise, lui paraît être un enjeu moins important, et il est plus simple pour lui de supprimer d'une certaine manière, enfin de dégrader l'ensemble du référencement, quel que soit le support qui émet des nouvelles, plutôt que de s'acharner à trier, comme un vulgaire décodex, entre les bons et les méchants. Ça nous amène, donc toujours cette manière de considérer que le paradis est surtout un système carcéral dans lequel nous sommes prisonniers dans nos relations de ces grands opérateurs. Ça nous amène à parler des données personnelles. Donc on s'est rendu compte que nous émettions des données en permanence et que ces données étaient captées et ensuite revendues. Alors, cela dit, moi je vois
régulièrement sur mon mur Facebook, on me propose des contrats d'obsèques, donc voilà, donc je considère que c'est trop tôt, donc je ne suis pas certain que ce soit hyper bien ciblé. Voilà, donc il n'est pas absolument certain qu'il y ait une science très fine des choses. Mais néanmoins, donc le règlement général sur la protection des données, la RGPD, va débarquer. Et cette RGPD est l'arme que l'Union européenne met en place contre la manière dont les GAFA sont censés fonctionnellement arracher la souveraineté nationale législative au profit d'une souveraineté fonctionnelle transnationale, où ce sont leurs règles qui deviennent la manière dont ces données existent et sont commercialisées. Et donc c'est cet état de fait que les gouvernements essayent de renverser. Alors, cela dit, donc ce qui est amusant, c'est que la manière dont l'Europe, qui a pris soin que toutes les entreprises qui collectent des données, y compris, même si elles ne sont pas localisées en Europe, la manière dont l'Europe a bricolé sa chose fait que les acteurs des GAFA vont sans doute se débrouiller mieux que les Européens l'imaginent pour tirer leur épingle du jeu et avoir une part de marché plus intéressante. Parce que, par exemple, dans cette histoire de RGPD, l'Union européenne exige que chaque site que vous visitez vous demande de dire si oui ou non vous acceptez la collecte de vos données. Ce qui fait que les sites dont vous avez le plus besoin, hasard, les sites comme Google, Amazon et Facebook, vous allez évidemment autoriser la collecte des données, alors que, au hasard, actionfrançaise.net, excellent site internet d'information, dont vous avez un usage quotidien, malgré tout l'audience est inférieure à celle de Facebook. Donc les gens qui, au bout de la 10e fois ou une fois tous les 2 mois, ils viennent sur actionfrançaise.net où on leur demande systématiquement s'ils ont envie qu'on protège leurs données ou pas, finiront en fait par, de guerre lasse, laisser tomber le plaisir de cliquer sur actionfrançaise.net parce qu'ils en ont assez qu'on leur pose une question. Donc la manière dont c'est conçu va favoriser une fois plus les gros opérateurs qui sont déjà complètement installés dans notre système d'information au profit des petits opérateurs qui, eux, vont devoir se battre autrement. Ok. Bon, j'avais un long développement sur les données personnelles avec notamment la manière dont s'organise le secteur automobile pour faire en sorte de décider de plateformes qui soient indépendantes des GAFA, ou bien par exemple la manière dont la SNCF, la RATP, Transdev et Blablacar vont essayer de créer leur propre entrepôt de données pour... vous voyez, bon, la SNCF et la RATP, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Transdev, c'est un opérateur qui est issu de la Caisse des dépôts et qui a la gestion déléguée des transports ferroviaires ou routiers, donc généralement les bus dans les villes, dans énormément de villes en France et aussi à l'étranger. Donc ces opérateurs se mettent d'accord pour que ce soit eux qui gèrent les données et non pas Facebook, Google et Amazon. Vous avez aussi, par exemple, la manière dont Auchan, Carrefour, Total, BNP Paribas, le Crédit Mutuel, Honey, Mastercard se mettent d'accord pour lancer LeafPay, qui est leur système de paiement en ligne. Donc LYFPAY, je vous conseille d'aller sur le site, c'est intéressant. Vous pouvez payer vos achats, vous pouvez participer à des cagnottes, vous pouvez faire des dons. Autrement dit, l'ensemble des fonctions qui sont assumées par les moyens de paiement électroniques embarqués dans les smartphones sont intégrées dans ce nouvel opérateur qui n'existe en fait que pour pouvoir échapper aux solutions de paiement qui sont déjà intégrées par Apple, par Facebook et par les concurrents d'Apple et Facebook en Chine comme Tencent, qui en fait concentrent dans une seule application l'intégralité des interactions possibles, y compris des interactions monétaires. Donc on voit à chaque fois que ce marché de la donnée personnelle est évidemment un marché important puisque on collecte des données
qui ne vous sont pas rémunérés pour à la fois perfectionner des services et rendre encore plus dépendants des services existants, mais aussi augmenter les services qui sont proposés en étant certain, puisqu'on connaît par exemple vos habitudes de consommation, y compris vos habitudes d'achat électronique, de faire en sorte que l'achat, la manière dont la solution digitale embarquée dans les différents sites et dans les différentes applications déjà existantes correspondent parfaitement à vos usages. Il y a aussi l'idée de la publicité numérique, sachant que Google et Facebook pèsent à eux deux 68% du marché numérique français et même 92% du marché numérique, de la publicité numérique mobile, étant donné que de plus en plus de gens ont comme quasiment unique interface digitale leur mobile. Donc là aussi, et je vous parle du marché français, mais évidemment les marchés étrangers sont eux aussi dans la même tendance, donc d'une convergence sur le mobile et d'une domination de Google et Facebook. Alors, donc là aussi, il y a une espèce d'organisation en résistance, c'est-à-dire que par exemple le Figaro, Le Monde, Gravity, qui rassemble une vingtaine de médias de régies publicitaires, Le Parisien, Les Échos, Lagardère Active, Elle, Europe 1, M6, Next Radio, etc., se sont organisés autour de Skyline, qui est censé être une régie publicitaire qui leur permet d'avoir leur propre système propriétaire. Mais 44% seulement des internautes français sont touchés 16 jours, soit 16 millions, alors que Google en touche 60% et Facebook en touche 70%. Autrement dit, même quand ces marques qui sont célébrissimes s'allient entre elles pour essayer de contrebalancer le poids des autres opérateurs, on voit qu'elles sont très jeunes. Elles sont très faibles. Leur puissance est déjà une puissance qui est 50% inférieure à celle de Google. Sur cette histoire de publicité en ligne, on sait aussi que Google et Facebook ont capté 76% des investissements digitaux en dehors de la Chine, voire 84% suivant les analyses qu'on fait. En 2017, c'est 166% de la croissance numérique publicitaire qui sera captée par Google et Facebook. Quand on parle d'un rouleau compresseur qui est lancé ou que c'est compliqué de s'y opposer, c'est véritablement ça qui est intéressant. Ça fait beaucoup de chiffres, ça fait beaucoup de notions, on se dit où est la politique. Le fait que les investissements publicitaires ne soient pas uniquement des bannières publicitaires, mais soient aussi des histoires que racontent les marques, soient aussi des contenus sponsorisés, soient aussi des histoires éditorialisées où pour le moment il n'est pas nécessaire qu'on signale que l'histoire que vous êtes en train de lire, le reportage que vous êtes en train de regarder est effectivement produit par une marque et distribué par les soins de Google et Facebook, distribué par Google parce que ça fait partie des résultats qui remontent, distribué par Facebook parce que ça apparaît sur votre timeline. Donc on voit bien qu'il y a là un danger puisque donc, on ne sait pas qui parle et qu'en revanche ceux qui vous parlent secrètement, les marques, sont en train de se servir des canaux que vous avez pris l'habitude d'utiliser, moi le premier, abondamment, sans qu'il y ait aucun contrôle qui soit exercé. Donc cette publicité numérique est en fait un sujet extrêmement politique, puisque c'est aussi à travers la manière dont on va réguler l'affichage de la personne qui parle ou qui ne parle pas, qu'on sera capable d'empêcher telle ou telle association, tel ou tel parti de parler. Vous avez compris, donc j'avais un petit chapitre sur le commerce de détail, mais il est 21h22, que le commerce de détail est à la peine et que donc s'il y a une disparition des magasins, ce n'est pas pour rien, mais il y a un petit changement. Les Anglais ont une expression qui s'appelle brick and mortar, donc autrement dit des briques et du mortier pour désigner un magasin physique, et maintenant on parle de click and mortar, autrement dit le fait que de plus en plus de marques digitales ont quand même des espaces de vente physiques, mais ce sont des marques digitales justement qui, à travers leur domination digitale, peuvent se permettre d'aller sur le marché du physique. On parle beaucoup par exemple des librairies d'Amazon. Amazon a fait crever à peu près 2 libraires sur 3 dans le monde entier, mais on est absolument ravis parce qu'ils ont ouvert 10 librairies physiques aux États-Unis. Et donc Amazon se lave la conscience en expliquant qu'ils ont ouvert des magasins physiques et donc ils ne sont pas contre les librairies. Sauf qu'évidemment, ce ne sont que les produits référencés par Amazon qui sont distribués dans ces librairies. Et surtout, ce qui est le plus amusant et le plus intéressant, c'est là aussi c'est la domination mentale. La manière dont les livres sont rangés dans les librairies d'Amazon sont
une espèce de reproduction physique des algorithmes de recommandation que vous avez en ligne quand vous allez sur Amazon. Juste parenthèse, il y en a combien d'entre vous, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale, qui utilisent Amazon? Ok. Voilà. Quand je parle des algorithmes de recommandation, vous voyez de quoi que je cause. Donc c'est la manière dont on vous pousse en avant, soit les recommandations faites par les autres internautes, et ce qui d'ailleurs est l'un des services que Amazon a mis au point le premier, et l'un des services qu'il continue à mettre au point. Autrement dit, là aussi, l'idée d'une générosité et d'un partage, l'idée d'un pouvoir, c'est aussi le pouvoir que vous avez, vous, d'influencer les autres grâce à Amazon. Si vous mettez 5 étoiles ou si vous mettez 1 étoile, donc, votre parole compte quasiment autant que celle du critique du Monde du Washington Post qui a expliqué que c'était bon ou mauvais. Ce n'est pas grave, puisque ce qui compte à l'arrivée, c'est la moyenne de tous ceux qui ont parlé sur Amazon pour expliquer que le bouquin était bon ou que le bouquin était nul, que la série était géniale ou qu'elle était pitoyable. Donc il y a effectivement cette espèce d'illusion démocratique de la valeur du nombre qui fait que à vous tous, à nous tous, nous créons effectivement une espèce d'expertise littéraire, cinématographique, politique sur la manière dont il faut apprécier ou non les productions intellectuelles des autres. Même chose sur le fait que Dash lave plus blanc ou que les petits pois de la marque Whole Foods sont véritablement bio ou pas. Voilà, donc là aussi, les marques essayent dans le commerce de détail de s'allier avec Amazon, de même qu'elles ont essayé de s'allier avec Google, de même qu'elles ont essayé de développer des joint ventures avec Apple. Avec Amazon, ce qui est amusant, c'est que par exemple le magasin Cole, qui est une chaîne de grands magasins, a décidé de s'allier avec Amazon pour faire en sorte qu'il y ait des corners Amazon à l'intérieur des magasins Cole. Mais les gens qui ont une petite mémoire se souviennent que Toys R Us avait signé un accord de distribution au début des années 2000 avec Amazon, allant jusqu'à rediriger le site en ligne Toys R Us vers Amazon.com, et aujourd'hui Toys R Us est en faillite aux États-Unis. Donc l'alliance avec les GAFA est plus vraisemblablement la manière dont vous allez accepter de vous faire dévorer que la manière dont vous allez prospérer. C'est là où j'en arrive aux commandes vocales. Donc Siri pour Apple, Alexa pour Amazon sont des trucs absolument géniaux, puisque donc Google aussi a son assistant vocal, Google Assistant. Voilà. Donc alors, il faut tout à l'heure j'ai parlé d'Echo, en fait c'est faux, c'est Amazon a une enceinte qui s'appelle Echo, elle a un système d'intelligence artificielle à commande vocale qui s'appelle Alexa. Lorsque vous êtes en ligne et que vous voulez, par exemple, commander un vernis à ongles OPI qui s'appelle I Ate Many Lobster, je mange surtout du homard, donc qui est un vernis à ongles de couleur orange, merci. Donc vous êtes obligé de taper OPI. Si vous connaissez le nom I Ate Many Lobster, vous tapez I Ate Many Lobster. Sinon, vous dites vernis à ongles orange mat OPI ou vernis à ongles orange vif, et jusqu'à ce que la chose sorte. C'est un peu compliqué. Et surtout, lorsqu'on regarde les pratiques qui sont les vôtres, et qui, enfin, pour la partie de l'assistance qui achète du vernis à ongles OPI, vous avez de plus en plus tendance à taper plutôt vernis à ongles mat. Et vous espérez qu'on va vous sortir OPI, mais de toute façon, vous êtes ouvert à l'idée qu'on va vous sortir 12 vernis à ongles, et qu'ils seront mat, et que vous choisirez un vernis à ongles qui vous plaît, qu'il s'agisse de la marque OPI ou non. Donc peu à peu, là aussi, quand on parle de souveraineté fonctionnelle, il y a aussi un autre type de primat de la fonctionnalité, qui est la manière dont le moteur de recherche, qu'il s'agisse d'opérer à l'intérieur du site de vente d'Amazon ou qu'il s'agisse d'opérer directement avec Google, le moteur de recherche va peu à peu vous enlever des possibilités de choix. Mais il va vous offrir une bien plus grande liberté d'action. C'est-à-dire, vous avez commencé en fait à laisser tomber la marque. Auparavant, vous rentriez chez la bonne épicerie et la bonne épicerie vous garantissait que les conserves étaient excellentes. Si vous lisez des romans de Jules Verne, il y a toujours un moment donné absolument passionnant dans le roman de Jules Verne où les explorateurs font leurs courses
Et Jules Verne se plaît sur des pages entières à expliquer qu'ils ont acheté des couteaux à tel endroit et que l'acier a été fait à Sheffield, qu'ils ont acheté d'excellentes carabines suédoises, qu'ils ont acheté des fondants en rhum de telle marque et des conserves Liebig. Et donc on voit que le nom de la marque a une importance primordiale et c'est elle qui capitalise toute la confiance. Et donc là, on rentrait dans la bonne épicerie. Voilà. Si tu veux ce genre de choses, tu es obligé d'aller chez machin. Voilà. Avant, quand j'allais à Saint-Gaudens, un peu plus au sud, voilà, il y avait une quincaillerie et il était hors de question qu'on achète des clous, même les plus bêtes des clous ou un marteau si on n'allait pas chez machin, parce que c'est machin qui forcément avait les bons clous et qui avait les bonnes râpes, et ça a été le premier à avoir les râpes Fiskars et les ciseaux Fiskars, et c'était absolument génial. Et on ne connaissait pas la marque Fiskars, mais on savait qu'il fallait aller chez machin, dont j'ai évidemment oublié le nom puisqu'il a fermé et que je ne vais plus à Saint-Gaudens. Mais aujourd'hui, voilà, donc j'ai retenu Fiskars et je peux taper Fiskars. Mais admettons que vous ayez envie d'acheter du vernis orange ou vous ayez envie d'acheter une râpe, que vous ne sachiez pas que ça s'appelle OPI et que vous ne sachiez pas que ça s'appelle Fiskars, c'est pas grave. Google et Amazon vous proposent plusieurs choses. Et quand vous serez avec votre commande vocale, vous direz juste « Je veux un vernis orange pas cher ». Et autrement dit, tout l'argent que OPI et Fiskars ont investi pour créer une identité de marque et faire en sorte que cette marque existe et ajoute une valeur commerciale à l'achat, toute cette confiance qu'ils ont bâtie dans la marque, qu'il s'agisse des jeans Levi's, des collaborations entre Louis Vuitton et Suprême pour pondre des séries limitées immondes, ou qu'il s'agisse de je ne sais quel groupe de musique qu'il a aussi, Nekfeu, voilà, l'excellent Nekfeu, qui fait en sorte d'avoir un concept global, image, son, présence en scène fort. Vous finirez par dire je veux écouter du rap français et Nekfeu débarque ou pas. Il y a eu un mini scandale, je ne sais pas si vous avez suivi, sur Spotify et le fait que Spotify est réputé pousser en avant de faux groupes. C'est-à-dire, en fait, il y a la musique qui est faite non pas par des faux groupes, il est fait par des groupes qui n'ont pas le plaisir de plaire aux véritables amateurs qui eux seuls savent ce que sont les vrais groupes. Et donc Spotify fait faire de la musique au kilomètre par des gens qui sont ravis de se faire payer pour effectuer de la musique au kilomètre. Et dans ces listes de diffusion, Spotify pousse les titres qu'il a fait fabriquer et les gens les écoutent. Et comme c'est de la merde à peu près autant que ce qu'ils écoutent, ils ne s'en rendent pas compte immédiatement. Et donc ils écoutent du Spotify fait par Spotify. Et du coup ça rapporte plus d'argent à Spotify que si vous écoutez Nekfeu. Là, je ne vais pas faire le test pour savoir qui écoute Nekfeu, là, parce que par contre ça me ferait un peu mal aux pieds. Donc voilà, donc surtout ne levez pas la main. Nekfeu, ouais. Qu'est-ce que c'est? Nekfeu est c'est Fenech en fait. Donc c'est le Verlan de Fenech et c'est un musicien français qui a des textes profondément intelligents et des mélodies remarquables. Mais je suis étonné, Pierre, que vous n'écoutiez pas Nekfeu. vous étiez pourtant dans la cible. Voilà. Donc la commande vocale, en fait, va arriver à dépouiller la marque du système d'intermédiation qu'elle avait réussi à mettre en point. Donc quand je dis la commande vocale, ce sont les commandes vocales de Google, Amazon et Apple. Autrement dit, là aussi, il y a une convergence systématique dans le fait d'être responsable de votre être au monde. Vous êtes au monde, comme dirait un philosophe, mais entre vous et le monde, il y a toutes ces interfaces digitales, et ces interfaces digitales, elles se simplifient de plus en plus, et on comprend mieux les investissements que Google fait dans le web sémantique pour faire en sorte que quand je parle, à quelque distance du micro que ce soit, puisque donc c'est l'un des... disons, le fait de savoir ce que je dis, 9 phrases sur 10 sont reconnues. Je ne parle pas de ceux qui m'écoutent en conférence, je parle de mes commandes de vernis à ongles OPI à partir des sites qui intègrent la commande vocale. 9 phrases sur 10 sont reconnues. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte d'être plus ou moins près du micro et de pouvoir, comme dans les films de science-fiction, tout en lavant une aubergine achetée sur Whole Foods et livrée par drone, d'être capable de dire qu'on a envie du vernis à ongles pendant que le petit lutin est en train de crawler et d'arriver derrière la porte avec le vernis à ongles dont vous avez besoin juste en sortant de votre séance de lavage d'aubergine bio. Ces commandes vocales défont la valeur qu'ont créé les marques. Quand je dis qu'elles défont la valeur qu'ont créé les marques, c'est intéressant puisque il y a deux mouvements qui sont en train de se produire. C'est peut-être là-dessus que je vais terminer cette un peu trop longue conférence. De toute façon, les gens
sont déjà en train de se déprendre des marques. C'est-à-dire que cette économie de la fonctionnalité qui est je veux le plus près, le moins cher, le plus simple, elle existe déjà dans les habitudes de consommation des Français. Donc il y a le Crédoc, qui est un organisme qui fait des études sur la consommation, qui s'est déjà rendu compte par exemple que les gens achètent moins, la consommation de chocolat a reculé. Alors, non pas parce que tout le monde a envie de devenir mince, mais c'est juste que les gens se sont rendus compte que le plaisir du chocolat était peut-être surévalué, le prix qu'on payait pour avoir le plaisir du chocolat était surévalué par rapport à ce qu'on peut acheter avec ce qu'on met dans, par exemple, une tablette de chocolat Côte d'Or avec des amandes et une pointe de sel. Pour tout vous révéler de mes vraies habitudes qui ne sont pas en fait le vernis en haut. Donc les gens sont en train de renoncer à ça, ils sont en train d'acheter bio, ils sont en train d'acheter local, ils sont en train de produire eux-mêmes leurs produits de beauté. On n'en est pas encore au niveau du maquillage, mais pour toutes les crèmes de soins, il y a vraiment un mouvement de do-it-yourself qui est fort. Il y a presque 12% des gens qui achètent local. Il y a d'ailleurs des marques qui se créent, qui n'ont absolument pas de valeur publicitaire, mais qui en revanche ont une notoriété absolument géniale. C'est par exemple la marque C'est qui le patron, qui propose d'acheter du lait en le payant plus cher, mais parce que le prix du lait a été fixé par les consommateurs. Là, voilà un vrai exemple de démocratie directe, voilà un vrai exemple de partage de la valeur, mais qui n'est évidemment pas la manière dont les GAFA se sont emparés du marché du lait à l'intérieur, en tout cas surtout pour Amazon, puisque ce n'est pas ça qu'Amazon vous propose comme type de partage de valeur. Et donc les marques sont en train d'être détruites, alors que ces marques, quand on regarde le classement Interbrand, BMW vaut 41 milliards de dollars. Le classement Interbrand est un classement mondial qui est intéressant. Là aussi, on a l'impression qu'on est un peu loin de la politique maurassienne, mais non, pas du tout, parce qu'on est en train de parler de blé. Et donc, à l'intérieur d'un système capitaliste, c'est ce qui a de la valeur et la manière dont la valeur va passer d'un opérateur à un autre, d'un citoyen à un autre, d'une entreprise à une autre, qui du coup va fonder la manière dont les gouvernements vont créer des lois, puisque les lois pour le moment sont créées de telle sorte que la valeur reste aux mains de certains, et surtout que l'État puisse prélever sa dîme au passage. On a l'impression que je suis un peu dans le complotisme, mais l'intégralité des lois en France sur les marchés agricoles sont créées de telle sorte qu'on favorise l'émergence de champions nationaux à vocation internationale. Autrement dit, toute la loi est faite pour que les plus gros puissent concentrer la valeur et garder la valeur au détriment des plus petits. On a diminué les crédits pour tout ce qui est l'agroécologie et d'une manière générale, les conditions d'accès au marché sont 10 fois plus compliquées d'un point de vue administratif et financier pour les petits opérateurs que pour les gros. Donc j'étais loin du complotisme, j'étais plutôt dans la manière dont sont réellement rédigées les lois en France ou la manière dont l'organisation administrative se fait. Les SAFER, donc, qui sont les organismes censés répartir dans les départements les terres agricoles, sont en théorie censés bénéficier aux petits exploitants. Dans les faits, la SAFER préfère continuer à... parce que les gros opérateurs viticoles ou les gros opérateurs agricoles puissent continuer à avoir le plus de terres possible au détriment des paysans, des primo-installants paysans, parce qu'ils expliquent que c'est une garantie d'emploi local, étant donné que le paysan ne travaillera que lui tout seul alors que les autres vont développer de l'emploi, et surtout c'est une garantie de solidité, donc ils préfèrent voir sur le long terme aussi, comme Amazon, en faisant en sorte de consolider les caves machins qui produisent un saumur champanisé absolument dégueulasse, ou tel Chinois qui vient de racheter plusieurs centaines d'hectares en Beauce. Donc le classement Interbrand nous dit que cet opérateur automobile vaut 41 milliards de dollars, mais Apple vaut 184 milliards de dollars, Google vaut 141 milliards de dollars, Microsoft vaut 80 milliards de dollars. Et le classement d'Interbrand nous dit, en fait, combien vaudraient aujourd'hui les investissements publicitaires si je devais créer une image de marque, c'est-à-dire une notoriété, une visibilité et une confiance équivalente à celle de cette marque aujourd'hui. C'est-à-dire si aujourd'hui je voulais être Apple, j'ai besoin de coller 180 milliards de dollars sur la table. Si aujourd'hui je voulais être Google, j'ai besoin de coller 140 milliards de dollars sur la table. Si aujourd'hui je veux être Facebook, il faut que je colle 50 milliards de dollars sur la table. Vous remarquez, ce qui est intéressant, c'est que Apple est le premier, Google est le second, Microsoft est le troisième, Amazon est le cinquième et Google est le huitième. Autrement dit, les GAFAM
trust 5 des 8 premières places du classement Interbrand. Là aussi, avec des valorisations qui sont absolument dantesques et qui témoignent plus de la manière dont ils ont su gagner notre confiance que des investissements publicitaires réels qu'ils ont consentis. Amazon n'a absolument pas besoin d'investir dans de grosses campagnes de publicité, même s'il le fait, étant donné qu'Amazon est un sujet de société en tant que tel. Facebook n'a absolument pas besoin d'investir en campagne de publicité, puisque Facebook est un sujet de société en tant que tel. Apple investit beaucoup, mais voilà, c'est juste que lui, il est quasiment vieux par rapport aux autres. Il y a ce rejet des marques dont je vous parlais. Donc ce rejet des marques, il est d'une part organisé, enfin, c'est-à-dire il vient du marché, c'est-à-dire avec la manière dont nous prenons conscience qu'il y a une valeur indue qui est payée parce que la marque en fait ne vaut pas la confiance que je lui accorde. Et donc la crise de l'agroalimentaire vient du fait que, effectivement, une fois qu'on se rend compte que William Dossi met du minerai de viande et non pas de la vraie chair pour ses saucisses, met trop de sel et trop de sucre et 78 conservateurs, évidemment on n'a pas envie. Il y a un deuxième rejet des marques qui en fait est permis par le fait que les opérateurs GAFA sont en train de désintermédier le rapport que nous avons aux marques. Avec les opérateurs vocaux, avec Amazon, avec Google, avec la manière dont en langage naturel, j'émets une requête, je n'ai même plus besoin de nommer la marque pour que le produit m'arrive. Et surtout, je perds l'habitude de mettre en avant une marque précise, puisque seule la rapidité de livraison et la modicité du prix vont guider mes choix. Je parle en grande masse et je ne parle pas de la manière dont très précisément on est capable de mettre 842 € dans une plaque de Camelot authentique de 1922 ou dont les amateurs ici de contrefaçon chinoise des Lego nous expliqueront que pas du tout, étant donné que le char Panzerschmürz a exactement ces 10 galets de roulement dans le modèle chinois et que de toute façon Lego ne veut pas faire de modèle de char, lui considère qu'il est légitime de payer entre 57 et 106 € pour avoir ce modèle précis de Panzerschmürz avec ses 10 galets de roulement, exactement comme sur la photo qui m'a fait rêver. Voilà. Je ne parle pas de moi là pour le coup, parce que à l'arrivée, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on s'est dit qu'il y a une redéfinition des rapports sociaux. Il y a une souveraineté fonctionnelle. Il y a un investissement des GAFA dans le système éducatif. Par exemple, Microsoft en France, avec Najat Vallaud-Belkacem qui signe un partenariat avec Microsoft. Google aux États-Unis avec le département de l'éducation. Et en fait, peu à peu, on arrive à une disparition de l'État. C'est-à-dire, on arrive à une manière dont la position dominante des GAFA font qu'ils peuvent imposer aux États la manière dont les données vont être produites, collectées et vendues. Où les États courent désespérément derrière. Ils vont imposer aux États la manière dont les données vont être codées. Ils imposent aux États la diffusion de technologies qui permettent de cartographier le monde sans que les États puissent être propriétaires, si j'ose dire, de l'image vue d'en haut de leurs installations secrètes. Ils sont en train, donc voilà, vous êtes tous amusés à essayer de regarder la zone 51 aux États-Unis, mais donc de temps en temps on fait des trucs plus rigolos en allant regarder ce qui se passe véritablement au-dessus de certaines zones militaires, etc. Donc la manière dont les GAFA existent, nous entraîne vers une disparition de l'État avec quelque chose de plus grave qu'on a appelé l'ubérisation des services publics. C'est-à-dire que les GAFA collectent des données et mettent à disposition ces données elles les mettent à disposition des autorités administratives au niveau local, la ville, au niveau régional, voire au niveau national. Autrement dit, c'est eux qui maîtrisent les données, qui leur permettent d'expliquer au gouvernement, une fois puisqu'il s'agit du gouvernement national jusqu'au gouvernement le plus local, la meilleure manière d'organiser les rapports sociaux. Si mes données prouvent tel usage des feux rouges, alors peut-être il faudrait modifier le plan de circulation. Si mes données prouvent tel usage des radiateurs, alors il faut peut-être modifier la politique énergétique. Si mes données prouvent ceci, vous avez peut-être, il serait de bonne politique que vous modifiez la tarification des services publics. Donc il y a une ubérisation des services publics où là aussi l'État se retrouve fonctionnellement
dépendant des opérateurs privés qui sont en train de maîtriser quelque chose que l'État n'est pas capable de produire ni de comprendre. Il y a une privatisation de la recherche, évidemment, et à l'arrivée, on se dit que on a une espèce de folie qui 5 minutes maximum. Voilà, voilà. C'est vrai, j'avais promis 1 heure, j'en suis à 1h10, mais en même temps, on m'avait promis 20 heures, on a commencé à 32. Voilà, mais je finis quasiment tout de suite en vous disant que seule une organisation politique de l'économie peut empêcher les souverainetés fonctionnelles de saper les souverainetés territoriales. Donc si j'ai longuement parlé d'économie, si j'ai longuement parlé du cauchemar des GAFA, c'est juste parce qu'on voit bien que c'est une querelle de souveraineté qui est en place. Et que quand on parle d'une souveraineté économique, c'est la souveraineté du souverain qui, effectivement, est en train d'imposer une politique aux opérateurs économiques. Que les souverainetés fonctionnelles, en fait, ne doivent pas supplanter le bien commun. Et plutôt que de parler de souveraineté qui impose, plutôt que de parler de puissance, ce qui est important, c'est de parler d'arbitrage. Autrement dit, si l'État veut contrôler, comme on a l'habitude en France, l'État est forcément à la traîne où il a des idées stupides comme développons notre propre système d'exploitation. C'est-à-dire, il y a Android, etc. Mais non, on va faire un truc qui ne sert que pour les Français, dans les administrations françaises. Ce fait qu'on va inventer un bousin qui va nous exclure royalement de l'ensemble de la communion humaine. L'arbitre, lui, est capable justement de comprendre qui sont les opérateurs, quel est celui qui est en position trop dominante, quel est celui qui est en train, dans les faits, d'établir un monopole de la consommation, un monopole de la consommation de l'information, un monopole de la consommation des biens marchands pour la vie quotidienne comme sont la lessive ou les petits pois, et lui, il est capable précisément de faire surgir une souveraineté territoriale, pas juste en comptant sur les réflexes citoyens de la démocratie locale, les réflexes des libertés en bas chers à nos cœurs maurrassiens, mais véritablement un arbitrage national. Les GAFA nous mènent au roi. C'est fini.